On a le plaisir d'accueillir ce soir Philippe Labro. Merci d'être avec nous, Philippe. Merci beaucoup. Journaliste, écrivain, parolier, réalisateur. Vous voilà avec un nouveau livre, le 24e, intitulé « J'irai nager dans plus de rivières » chez Gallimard. Vous avez été très fan de Leonard Cohen. Vous en parlez dans le livre, pas seulement dans la playlist, mais vous en parlez à un moment, vous dites « Dans les choses que j'emporterai avec moi, ce serait le dernier concert de Leonard Cohen. C'était à l'Olympia. » Vous y étiez? Oui, bien sûr. Et j'étais au premier. Au premier à Paris, bien sûr. Oui. C'est au Théâtre des Champs-Élysées. Je venais à peine de rencontrer l'amour de ma vie, Françoise. Et quand il chantait Suzanne, j'avais l'impression qu'il chantait pour nous. C'est ça le talent des grands chanteurs, c'est qu'on a... Ah ben oui, on a toujours l'impression qu'un chanteur chante pour vous. Il y a un S à J'irai. Oui. J'irai. Donc c'est pas du futur, c'est du conditionnel. Non, mais parce que c'est un vers que j'ai pas voulu déformer, d'une poétesse américaine inconnue, mais qui s'est inspirée d'un vers d'un poème de George Louis Borges, qui dit si je devais revivre ma vie, j'irais commettre plus d'erreurs, j'irais grimper plus de montagnes, j'irais danser plus de danses, j'irais cueillir plus de fraises, j'irais nager dans plus de rivières. Et donc j'ai préféré garder l'authenticité de la phrase, et puis j'ai surtout voulu le mot rivière, parce que pour moi la rivière c'est la vie. C'est un des mots que vous préférez, je crois, dans la langue française, le mot rivière. Rivière avec lumière, oui. Évidemment, ça rime, et avec liberté. C'est surprenant quand même quand vous dites, quand on regarde votre parcours, de se dire, mais enfin, cet homme-là a eu 1000 vies, il a tout fait. Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus que ce que vous avez déjà fait? Ben d'abord, je pourrais faire mieux. Et on fait toujours... quand on met la barre très haut, quand on a des modèles aussi bien en littérature qu'en cinéma ou autre, on pense que ça n'est jamais que très modeste, tout ça. Mais j'ai jamais pu écrire une pièce de théâtre. J'y arrive pas. Donc ça, c'est étonnant. Ben oui, mais c'est comme ça. C'est une structure, les dialogues, j'y arrive pas. Vous avez essayé? Oui, une fois, mais c'est pas allé très loin. Mais peut-être que je vais quand même trouver, j'ai une petite idée. Ah, voyez, mais il n'est jamais trop tard. Hein. C'est plus fort que vous. On sent qu'il y a quelque chose qui vous résiste et qu'il faut que... Il faut tout essayer, il faut tout essayer, tout vivre. Et alors, comme pièce de théâtre, ce serait quel genre de pièce? Ah, je verrais plutôt très peu de gens. Et ça serait... Oui, je ne vais pas vous en parler. Pourquoi? Vous avez peur qu'on pique l'idée? Ben oui. Bien sûr. Je ne l'ai pas encore déposé. Non, mais donc ça veut dire que vous avez quand même bien avancé. J'ai pris quelques notes. Enfin, j'en prends pour tout. Hein. Je prends des notes tous les jours. Moi. Ben d'ailleurs... C'est d'où ce livre, qui vient de vos trentaines de carnets Moleskine et qui, au fil des ans, vous ont accompagné. Vous gribouillez toujours, c'est pas un joli mot, gribouiller? Non, si, je scribouille, je gribouille. Je prends des notes, c'est pas un journal intime, simplement j'écoute, j'observe, je regarde, et puis je lis beaucoup les autres. Et les idées des autres sont parfois les miennes, sauf qu'elles sont mieux exprimées par les autres, donc je les note. Et c'est comme ça que j'ai noté une centaine de citations, que j'ai sarclées comme on sarcle un jardin, je les ai bien classées, politique, amour, nature, voyage, curiosité. Et je m'en suis servi pour faire une sorte de chemin, un itinéraire de ce bouquin qui ne s'arrête pas à 3 ou 4 portraits de people, parce que absolument pas. On s'est souvent arrêté à ça, au fait qu'effectivement je parle de Johnny, de Gainsbourg, Lucchini et autres, mais ça va beaucoup plus loin. J'ai essayé aussi de parler de l'amour de la vie, de la nature, des torrents, des oiseaux. Et à quel moment vous vous dites, là, je suis prêt pour faire de toutes ces gribouillages ou ces petites scribouilles, comme vous dites, un livre? Ça avance doucement. J'ai mis 2 ans à l'écrire, ce bouquin. Je m'arrêtais parce que j'avais d'autres choses à faire. Je fais un peu de journalisme, comme vous savez, un peu de télévision, pas loin d'ici. Assez vite. Et donc je le posais, puis je revenais, et petit à petit, ça se construisait comme ça. Mais j'avais bien compris où je voulais aller et quelle était la résolution finale de cet itinéraire. J'ai failli l'appeler itinéraire d'un curieux de la vie. Ça aurait pu être itinéraire d'un enfant gâté, parce que vous avez le sentiment d'avoir été gâté par la vie, en tout cas. Oui, mais j'ai fait des efforts pour qu'elle me gâte. Hein. C'est pas arrivé comme ça. Ça n'arrive jamais comme ça. Vous le savez bien. Vous savez tous autour de cette table. Vous vous souvenez le premier carnet et la première idée qui a été écrite et pourquoi vous décidez d'écrire dans un carnet? Parce qu'on vit tous des vies qui sont palpitantes, plus ou moins, en tout cas, mais on n'a pas le réflexe tous d'écrire dans un petit Moleskine. Qu'est-ce qui a fait que vous avez écrit? Est-ce que c'est
l'objet même, le Moleskine ou Alors l'objet m'a toujours fasciné, parce que c'était le carnet des écrivains que j'admire, comme Hemingway par exemple. Mais c'est aussi parce que j'ai appris très tôt le journalisme, très très jeune, à l'âge de 15 ans. Et votre maman, qui vous a inscrite à un concours que vous avez brillamment passé. Ma mère, c'est inconnu, m'a poussé. Elle n'a jamais arrêté de me pousser. Dès qu'elle voyait un concours, quelque chose à faire, je le faisais. Donc j'ai participé à un concours pour un journal de jeunes, à l'âge de 15 ans. Et les candidats, c'était des lycéens, parmi lesquels, d'ailleurs, un homme qui a disparu, qui était un grand bonhomme, qui s'appelait Jean-Louis Servan-Schreiber. C'est là que je l'ai connu. Et donc, j'ai été nommé directeur. Donc, évidemment, à partir de là, je ne pouvais que descendre. Mais c'est là que j'ai appris déjà qu'il fallait prendre des notes. J'ai vu mes aînés, parce qu'évidemment, ce journal, on ne le faisait pas nous-mêmes. On avait des gens qui nous supervisaient. Qu'il fallait noter parce qu'on croit qu'on va tout retenir. Et c'est pas vrai, la mémoire, ça disparaît très vite. Et c'est là que j'ai pris le tic, enfin l'habitude, la manie de noter. C'est pas un journal, hein, du tout. Et je note pas forcément tous les soirs. Mais c'est une discipline. Vous notez des impressions, oui. Oui, parfois des sensations aussi. Oui, sensations, quelques pensées. Il m'arrive de penser. pas seulement les autres. Et puis, oui, une rencontre, hein, un dialogue avec un homme politique ou avec un copain rencontré dans la rue, ou même... J'adore parler dans les rues des villages où je vais avec les commerçants, avec les gens de tous les jours. Et là, parfois, il y a un mot, il y a une formule, et vous vous dites, tiens, c'est intéressant, je pose le caillou. C'est une sorte de journal intime, en fait. Est-ce que vous en aviez un quand vous étiez petit garçon ? Non, mais j'écrivais déjà très très tôt. C'était la seule chose que je savais que j'aimais faire. Dès l'âge de 6-7 ans, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui venait sans doute de mes parents, puisque mon père, conseil juridique certes, mais écrivain, puisqu'il a écrit 3 bouquins, et ma mère, poétesse. Donc j'ai reçu ça, hein, ça s'appelle l'ADN, ce sont des gènes. Ouais. On n'a aucun mérite, ça vient d'ailleurs. Oui, mais enfin après, il faut le travailler, le traduire, et puis ça donne quand même 24 livres, dont un prix Inter-Allié, entre autres. Bon, il y a eu du boulot, c'est ce que je disais en introduction. Un des points de départ de ce livre, j'ai le sentiment, ça vient de ce que vous dites du chef Bernard Loiseau, qui, à l'issue d'un week-end où il a été très généreux comme il savait l'être, il vous dit non, vous ne me devez rien, et puis de toute façon, on n'emporte rien. Et vous réfléchissez à cette phrase qui est très jolie, effectivement, on n'emporte rien, je ne veux pas être le plus riche du cimetière. On n'emportera rien. Rien. Mais ça ne fonctionne pas. Vous dites cette phrase-là, elle ne fonctionne pas. Vous emporterez tout. Et c'est ce qui fait la trame aussi du livre. Oui, je me suis servi de cette formule que j'ai trouvée étonnante. Il était là, je lui disais, écoute, arrête, c'est embarrassant, comme je la paye la note, là. Philippe. Vous savez, vous vous souvenez de l'oiseau costaud, dans cette toque blanche, tout ça, l'agnac, il n'arrêtait pas de dire, au taquet. Quand on pense que 2 ans plus tard, il se met une balle dans la mâchoire, on ne savait pas, on n'avait pas compris que c'était un bipolaire. Bref. Et il me regarde et me dit, écoute Philippe, on n'emportera rien. Et ça m'a frappé, je me suis dit, bon, il a peut-être rien emporté lui, mais si je devais partir un jour, ça m'arrivera quand même, voilà ce que j'emporterai. Et donc j'emporterai, et j'ai fait, il y a 7 chapitres de j'emporterai qui sont au fond un flot, un kaléidoscope d'images, d'idées, de références cinématographiques, littéraires, de faits divers, d'événements capitaux. J'en ai profité pour mettre les événements du demi-siècle, hein, les tours de Notre-Dame qui brûlent, les tours de Manhattan, le Vietnam, tout ça, avec aussi un regard d'un enfant, avec le sourire d'une mère, avec aussi l'influence de mes mentors. Tout ça, comme des espèces de morceaux de vie, mais qui ne sont pas la mienne seulement. J'ai essayé, à travers ces j'emporterai, faire au fond, non pas le porte-parole, mais disons, le représentant d'une génération entière. Et d'une vie aussi, d'une manière générale, parce qu'il y a plein d'éléments, il y a des sensations dans ce que vous décrivez. Ça peut être l'odeur de l'herbe fraîche, ça peut être effectivement un geste, un regard, et vous mêlez ça avec des choses beaucoup plus érudites. Et du coup, vous nous emportez dans ce courant-là, et même si on n'a pas forcément toujours les références, même si on n'a pas toujours la culture, on le lit facilement parce que vous nous faites suivre ce chemin un peu au fil de l'eau. Ouais. C'est amusant, c'est comme si vous nous preniez un peu par la main. Vous venez de dire au fil de l'eau. Oui, c'est ça. Oui, au fil de l'eau. Au fil de la rivière. Ou au fil de la rivière. Parce que la rivière, c'est le mouvement. Ouais. Et la vie est un mouvement. Il y a beaucoup d'éclectisme. Je crois que c'est un mot qui vous correspond bien, l'éclectisme. La curiosité, c'est le fondement de tout, c'est le fondement de votre carrière ou de vos
carrière. Pourquoi cet éclectisme, ce goût de tout? On a compris le goût de la littérature, vous venez peut-être de vos parents, mais on a l'impression que vous aviez les yeux grands ouverts tout petit déjà. Parce qu'au fond, je n'étais pas satisfait de ce que je faisais, je voulais essayer ailleurs. C'est-à-dire que l'éclectique, pour moi, c'est quelqu'un qui ne se satisfait pas de ce qu'il vient de faire et qui donc va essayer, à peu près dans le même domaine, qui est en gros sur les expressions, hein, littéraires, artistiques, musicales, tout ça, tout part du mot, en fait. Tout part de la page blanche sur laquelle vous écrivez un mot. Un scénario, il faut d'abord l'écrire. Une chanson, il faut d'abord l'écrire. Bon. Et donc, quand j'avais fait un bouquin, je me disais, bon oui, c'est bien, mais enfin, tu pourrais faire mieux. Et à ce moment-là, j'essayais autre chose. Un peu de télé, un peu de radio. Ou alors je revenais au livre. Et petit à petit, comme ça, je me suis fabriqué effectivement une sorte de multicarte, comme on dit aujourd'hui. Mais, alors, les critiques disent touche à tout. Mais le mot touche à tout, je trouve que c'est un petit peu péjoratif. Je préfère éclectisme. Éclectisme, c'est quelqu'un qui... Je ne suis pas le seul, hein. Il y en a eu des beaucoup plus grands que moi. Hein. Le plus grand, Jean Cocteau, hein. Sacha Guitry. Hein. Et il y en a pas mal aussi aujourd'hui qui font pas seulement du journalisme ou de l'écriture, qui font un film. Regardez Florian Zeller, il a commencé comme dramaturge. Aujourd'hui, il vient de faire un film qui est, paraît-il, extraordinaire, remarquable, qui est très bien revu par la presse américaine. Mais est-ce que vous êtes animé de la même façon par tous ces différents domaines? Le cinéma, être patron de radio, l'écriture, bientôt une pièce de théâtre. Est-ce que ça vous anime avec la même intensité? Oui, oui. Quand je le fais, alors, j'aime ce que je fais, j'ai la chance d'aimer ce que je fais et de faire ce que j'aime. Donc quand je le fais, je n'aime que ça et je me consacre à ça. Mais ça peut être une journée, parce qu'encore une fois, quand je vous disais, le bouquin, je ne l'ai pas écrit comme ça, je me suis arrêté. Mais c'est comme quand on est un enfant gâté, c'est-à-dire qu'à un moment, on lâche le jouet. Parce que, par exemple, j'ai jamais compris totalement pourquoi vous avez arrêté le cinéma. Ben ça, personne... Mais ça, on ne le sait pas. Et ça, vous n'avez pas à nous le dire. Mais par amour. Non, mais... C'est par amour. Par amour. Oui. Mais est-ce que c'est la vérité? Ça, c'est la version. Oui, oui. La vérité, c'est que c'est par amour, parce que je refaisais ma vie avec Françoise, on allait à nouveau avoir une famille, un nouvel enfant, et je savais que la vie d'un cinéaste, la vie d'un metteur en scène, c'est trop exigeant. Vous ne faites que ça. Vous vivez avec vos comédiens, avec vos techniciens, vous ne pensez qu'à ça, vous faites que ça. Et je me disais, ça ne sera pas possible. On fait une parenthèse, on peut s'arrêter. Oui, mais attends, oui. On m'a proposé quelque chose que je n'avais pas encore fait, parce que ce que j'aime, c'est faire ce que je n'ai pas encore fait. D'être patron de radio. On me propose d'être patron d'RTL. Je dis oui en me disant... Ça ne va pas durer. Dans 2 ans, je referai un film. Sauf que diriger un média, surtout une très grande radio, un très grand média, c'est tellement passionnant, je suis resté 15 ans. Et donc, au bout de 15 ans, le cinéma était loin derrière moi. Pas de regret? Non, aucun regret. Mais non. parce que quand même, vous êtes encore un passionné, mais incroyable de cinéma. Moi, je pense que ça vous titille de temps en temps. Il y a un truc, vous dites, tiens, je remettrais bien... J'ai pas abandonné l'idée d'en faire un autre. Il n'a pas dit son dernier mot. Attendez, je voudrais qu'on écoute une archive qu'on a retrouvée de vous. Ah oui? Oui. Moi, je me suis nourri de cinéma toute mon enfance, toute ma jeunesse. Et j'ai toujours voulu faire des films. Le journalisme, pour moi, est une profession très importante. Mais ça n'a jamais été qu'un moyen d'arriver à cette expression beaucoup plus complète qui est le cinéma. Alors, lequel de Labro il faut croire? Celui d'aujourd'hui ou celui de l'archive? C'est toujours le même. C'est le mentir vrai. Bah oui, à ce moment-là, au moment où je le dis, j'y crois. Mais encore une fois, lorsqu'on me confie la direction d'un média, ce qui signifie l'information, la distraction, les découvertes. Patron de média, à l'époque, je me souviens, j'avais un bureau au premier étage, je descendais 3 marches, j'arrivais dans le grand studio où il y avait les grosses têtes avec Jean-Yann, Jacques Martin, Bouvard, c'était absolument passionnant. Je remontais, un homme politique était là pour s'être interrogé, je pouvais le rencontrer, l'écouter. Et puis, le lendemain matin, je recevais Jacques Chirac. Donc, il y avait une vie tellement passionnante et tellement foisonnante que ça remplaçait largement celle de la mise en scène. Ça satisfaisait votre goût de la curiosité, là. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est le même Philippe Labro, celui qu'on vient de voir, et celui d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a... Il n'a pas les mêmes cheveux. Les cheveux un peu plus... Non, mais est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé? Oui, bien sûr, parce qu'entre-temps, entre le moment où vous me voyez dans la rue avec mon blouson de cuir, où je la joue un peu, hein, franchement, je le dis dans le bouquin, je me la suis jouée comme tout le monde. Hein. Entre-temps, il y a eu pas mal d'épreuves compliquées. Dont vous reparlez. Oui, je suis passé à travers 2 ou 3 épreuves difficiles,
dont une en réanimation à Cochin pendant 10 jours et 10 nuits, parce que c'est un problème pulmonaire gravissime. Et puis ensuite, 2 dépressions en l'espace de... cette fois, il se relevait 8, voilà, qui ont fait que le gamin qui se la joue avec les cheveux qui volettent est devenu un autre homme. C'est le même, néanmoins, il a pris un peu de maturité et un peu de modestie et d'humilité, voilà. Et de relativité. Il relativise mieux. Je fais une petite parenthèse. Il me semble que vous dites aussi que c'est parce que vous avez été patron de presse qu'à un moment donné, vous n'avez pas rencontré le jury du Goncourt. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on vous en a voulu d'avoir été ce patron de presse foisonnant, cet homme de radio proche du pouvoir? Qui suscite des jalousies. Et qui susciterait des jalousies. L'année où le petit garçon était en lice pour le Goncourt, à la Foire du Livre de Brive, un des membres du jury, André Steele, qui a malheureusement disparu, m'a dit « Monsieur Labro, vous avez déclenché un orage de jalousie. » C'est lui qui me l'a dit. Alors peut-être qu'effectivement, certains jurés jalousaient le fait que j'étais aussi patron d'un média et que ça leur semblait impossible qu'on donne le Goncourt à quelqu'un qui était à la tête de 300 personnes et qui tous les jours faisait en partie, avec ses collaborateurs bien sûr, l'information. Donc c'est cette contradiction. Mais moi, ça m'a pas blessé. Je savais bien que c'était impossible. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Regardez, un garçon comme Gisbert, François-Olivier Gisbert, il écrit 1 ou 2 bouquins, dont l'un est candidat au Goncourt, sauf qu'il dirige aussi Figaro. Mais ça, on ne pouvait pas, c'était pas possible. On ne pouvait pas à la fois donner le Goncourt à un écrivain, mais qui par ailleurs exerçait un pouvoir. Non, ça, les jurés du Goncourt ne supportaient pas ça. Puisqu'on parle de Goncourt, je pense à Romain Gary, que vous avez rencontré, que vous avez aimé, apprécié, admiré, qui vous a posé la question, tu sais pourquoi tu t'agites autant? Tu sais pourquoi tu fais autant de choses? Et lui, il avait la réponse. Est-ce qu'elle vous a troublé, cette réponse? Bien sûr. Il m'a dit, c'est parce que tu essaies de ne pas penser à la mort. Effectivement. Quand vous bougez beaucoup et quand vous faites beaucoup de choses, c'est parce que les perspectives bien plus lointaines, bien sûr, je suis assez jeune quand je rencontre Gary, ne vous atteignent pas. Donc c'était un homme qui, lui, avait déjà pensé à la mort. Il avait beaucoup plus frôlé qu'aucun d'entre nous. Hein, parce que n'oubliez pas que c'était un héros de guerre aussi, Gary. Oui. C'est non seulement un grand romancier. Il y a plus que pensé, il l'a d'ailleurs préparé. Oui, il lui est arrivé la même chose qu'à Hemingway. À un moment donné, le ticket n'était plus valable. Et ça, il ne supportait pas ça, ni l'un ni l'autre. Il ne supportait plus d'être un homme qui pouvait chasser, baiser. Et ça... Mais par ailleurs, il faut savoir aussi qu'il a connu des drames, des tragédies, la mort de Gilles Seberg, toutes sortes de choses. Et puis, il y a lui, n'oubliez jamais, Gary, il vient d'où, hein? C'est un oriental. Hein? Il y a de la slavitude en lui, le sang russe. Et ça aussi, ça joue. Dans tous ces personnages, il y a Fabrice Lucchini, on peut en reparler. Il y a évidemment Johnny Hallyday. La façon dont vous parlez de Johnny Hallyday est intéressante parce que c'est au-delà du mythe. Je vais vous parler de la grâce. Comme si cet homme-là avait été touché par la grâce. Et je crois que rares sont les personnes que vous avez rencontrées qui avaient été touchées par la grâce. C'est son cas. Oui, bien sûr. Pas tout de suite. Pas tout de suite. C'est là encore au fil des années, des épreuves, des expériences, des amours contradictoires et fréquentes, des folies. Hein, il a eu une vie de fou. Il a survécu à tout. Et peu à peu, oui, pour moi, il y avait une sorte de... Oui, ça s'appelle la grâce, un peu très différent des autres artistes de sa génération, remarquable aussi. Il y en a eu plusieurs, c'est une grande génération de chanteurs populaires. Et puis, il y avait chez lui une grande générosité vis-à-vis de tout le monde, et même de ceux qui parfois l'avaient trahi. Et puis son amour quand même, au bout de quelques longues années difficiles, pour Laetitia et pour les enfants. Ses enfants aussi, bien sûr, ceux de Sylvie, qu'il a eu avec Sylvie, puis les autres enfants. Et tout ça a fabriqué chez lui, oui, un comportement que je considérais comme habité par la grâce et évidemment par la gloire. La grâce et la gloire, ce sont les deux éléments qui, pour moi, définissaient cet homme le jour où on m'a demandé de faire son éloge funèbre.